Les chocs. 2021. Le sabotage du gazoduc Nord Stream rappelle la fragilité des infrastructures sous-marines. 2023, la Chine dispose de la première flotte de guerre au monde. Elle affirme ainsi ses ambitions maritimes. 2024, l'ouverture de l'exploitation des grands fonds relance la bataille mondiale des métaux stratégiques. Les mers et les océans deviennent le cœur de la guerre des ressources. Entre transition énergétique, rivalité géopolitique et impératif écologique, quelles conséquences pour l'Europe et pour les stratégies des entreprises? Bienvenue dans Choc et Stratégie, une série conçue par Kea et par la FMES, Fondation méditerranéenne des études stratégiques. Je suis Pierre Denis, fondateur de Toutac et partenaire groupe de Kea. Aujourd'hui, océan sous tension, ressources stratégiques et transition écologique. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes directeur du département maritime de l'Institut FMES et ancien commissaire général de la marine dans des fonctions d'action de l'État en mer. Bonjour Angelos. Bonjour Pierre. Vous êtes senior partner chez Kea, spécialiste des questions énergétiques et de transition écologique. Alors ma première question, elle sera pour vous Thierry. Pouvez-vous nous dire en quoi les mers et les océans sont plus que jamais le théâtre de tensions géopolitiques majeures? Alors, ce qu'on peut dire, effectivement, c'est que les mers sont le reflet des tensions géopolitiques dans le monde, parce que les mers ont une caractéristique, c'est qu'elles sont internationales. Et donc, la puissance aujourd'hui, c'est la puissance économique d'abord, on ne doit jamais l'oublier, mais la puissance économique est très souvent liée à la puissance militaire et notamment aux flottes militaires. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, effectivement, la Chine, comme vous l'avez dit, a développé une flotte militaire importante, parce que aujourd'hui, il faut effectivement défendre le commerce en mer, affirmer sa puissance, et c'est par la mer qu'on peut le faire grâce à cette liberté de navigation et de flux. Donc aujourd'hui, effectivement, les tensions sont importantes parce que les tensions inter sont extrêmement importantes, mais on a aussi des compétitions en mer qui sont liées à l'accès aux ressources, des revendications d'espace géographique. C'est le cas par exemple, de la mer de Chine, où les Chinois revendiquent de nombreuses îles dans cette zone pour avoir un accès à la haute mer, mais aussi des compétitions liées à la protection de détroits internationaux, pour permettre le commerce. C'est le cas dans le détroit de Bab el-Mandeb, par exemple. Il est où le détroit de Bab el-Mandeb? Alors, le détroit de Bab el-Mandeb, c'est un détroit très important. Il est à l'entrée de la mer Rouge. D'accord. Et on peut dire même que c'est l'entrée de la Méditerranée pour nous. Dans cette zone-là, on a connu effectivement beaucoup de cas de piraterie. Et c'est tout à fait intéressant de voir que la Chine a commencé son expansion maritime par la lutte contre la piraterie en 2011. Et aujourd'hui, il y a une base militaire à Djibouti. On est effectivement dans cette expansion maritime qui est un peu un reflet de toutes ces tensions que nous connaissons en mer. Et merci. Et Angelos, on parle de tensions. Est-ce qu'il y a un lien entre ces tensions géopolitiques et finalement ce que les États convoitent très souvent, c'est-à-dire les ressources de la mer au sens large? Absolument. Les espaces maritimes, ce sont des vrais gisements de ressources énergétiques et c'est aussi des gisements d'autres ressources, notamment naturelles, métaux critiques et autres. Si je commence par le sujet énergétique, quelques chiffres. En matière d'énergie fossile offshore, aujourd'hui, la part de production qui est d'origine maritime représente 30% de la production pétrolière mondiale. Ce sont des chiffres de l'Ifremer, alors qu'elle représentait 10% en 1960. Donc on a multiplié par 3, et c'est donc maintenant un point important. Il y a beaucoup aujourd'hui de recherches de gisements et d'exploitation qui sont et qui créent des tensions dans la mer, dans les océans, pour la ressource pétrolière et gazière, donc pour la partie fossile. Mais ces énergies fossiles sont elles-mêmes en concurrence avec des ressources que proposent les océans et la mer, qui sont des ressources de production d'énergie renouvelable. Là encore, quelques chiffres. L'éolien offshore, qui est la première des énergies marines aujourd'hui, on a aujourd'hui une capacité mondiale de l'ordre de 88 gigawatts installés, et on atteint un rythme d'augmentation de l'ordre de 30 gigawatts par an, avec une projection à horizon 10 ans, donc on sera à 400 gigawatts
de capacité éolienne. Donc c'est quelque chose qui est très important. Et donc il y a une lutte pour les zones qui sont celles ayant le plus grand potentiel offshore, c'est-à-dire où le vent souffle à une vitesse et une constance importante. Deuxième type d'énergie qu'on va trouver qui n'est pas l'éolien offshore, c'est, moi je trouve les chiffres là extrêmement frappants, ce sont ce qu'on appelle le reste des énergies marines, donc marémotrices, hydroliennes, houlomotrices, thermiques, osmotiques, etc. J'utiliserai là encore un seul chiffre. Le GIEC estimait en 2012 la capacité d'énergie houlomotrice à presque 30 000 TWh. Qu'est-ce que ça veut dire, houlomotrice ? C'est le mouvement des vagues qu'on va transformer en énergie. Et donc, les études récentes disent qu'à terme, on aura entre 10 et 20% du mix mondial qui sera couvert par des énergies houlomotrices. Donc là encore, alors des vagues, il y en a partout, mais il y a des endroits où il y en a plus que d'autres. Voilà. Autre exemple de la mer et des tensions que ça peut générer, et là on a un incident récent que j'ai trouvé aussi intéressant comme anecdote, on a des câbles de transport d'électricité. Il n'y a pas que ça dans la mer, il y a des câbles aussi de télécom et autres. Il y a aussi des pipelines ou autres, mais les câbles de transport d'électricité, c'est ce qui permet de réaliser les interconnexions. Donc entre l'Europe, il y en a énormément, mais aussi entre certains continents, l'Afrique et l'Europe, par exemple, pour amener l'énergie solaire qu'on peut aller produire au Maroc ou en Algérie sur les côtes méditerranéennes européennes. Et là, on a énormément de câbles qui sont là, et on a eu un incident qui montre un peu ces conflits. Il y a un navire pétrolier russe qui s'appelle le Eagle S, qui a laissé, on pense, sciemment traîner son ancre et a coupé la liaison Eastlink qui permet de relier l'Estonie et la Finlande. Voilà. Donc là, on voit que les tensions vont aller là aussi. Bon. Donc ça, c'est la partie énergie. Mais la mer, ce n'est pas que de l'énergie, c'est également un lieu où on va trouver des réservoirs de matières premières. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la consommation des métaux qui sont nécessaires pour la transition énergétique et la transition bas carbone augmente de manière exponentielle. Et il y a quelques pays qui ont cette puissance-là au niveau terrestre. C'est la Chine qui en concentre la plus grande partie des métaux critiques. Et il y a plusieurs pays qui utilisent ça un peu aussi comme une arme économique ou diplomatique. Et donc, les gisements qu'on a découverts qui sont présents en mer peuvent être une solution et donc deviennent eux-mêmes une source de conflictualité. On voit notamment que, je regardais les chiffres, le Japon pense qu'en exploitant les gisements en fond marin qu'il y a aujourd'hui, ils seraient susceptibles de récupérer leur souveraineté par rapport aux achats de métaux à la Chine dès 2030. Et on a grosso modo 3 zones qui vont être aussi des zones de tension. L'océan Indien, qui comprend beaucoup d'éléments métalliques. On a la zone de Solvara qui est dans l'océan Pacifique, qui a pas mal de choses autour du cobalt. Et donc le Pacifique, c'est là où il y a le plus de choses. Et on a aussi quelques ressources dans l'océan Atlantique, principalement, là encore, des modules polymétalliques. Voilà. On entend à travers ce que vous dites, Angelos, que les mers, les océans sont un gisement de beaucoup de nature. Et vous avez commencé à effleurer l'aspect géopolitique de ces tensions. Ancien militaire, commissaire de la marine, donc vous connaissez bien ces enjeux-là. Est-ce que l'exploitation de ces ressources fait déjà l'objet de frictions entre États et entre blocs ? Angelos évoquait quelques sujets, est-ce que vous pouvez compléter ? Oui, ça fait déjà l'objet de tensions et ça va l'être de plus en plus parce qu'effectivement, ce qu'a très bien expliqué Angelos, c'est qu'on assiste aujourd'hui à une territorialisation de l'espace maritime. On a effectivement l'arrivée de parcs éoliens en mer. On a la pose de câbles sous-marins, mais qui sont effectivement de communication, mais aussi de haute tension électrique. On a l'exploitation des granulats marins. Le sable et les graviers, c'est la deuxième ressource la plus consommée au monde et on va beaucoup la chercher en mer. Demain, les ressources minérales, mais aussi les ressources d'hydrocarbures, de gaz, les aires marines protégées, parce qu'il y a aussi une dimension environnementale. Tout ça, effectivement, fait que la mer se territorialise de plus en plus et donc va se retrouver avec des tensions de plus en plus importantes. Alors, on va trouver ces tensions aujourd'hui dans de nombreuses zones, mais il y a 3 zones caractéristiques.
J'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est la mer de Chine. Mer de Chine où effectivement les Chinois veulent faire de cette mer leur territoire. Donc on va au-delà du droit international. Ils peuvent carrément interdire la navigation dans cette zone, se réserver la pêche, l'exploitation de toute cette zone. Donc beaucoup de conflits, on le sait, avec les Philippines, avec la Malaisie. Il y a des affrontements importants avec les gardes-côtes. On a des milices de pêcheurs chinois qui revendiquent des espaces. Donc c'est très tendu dans cette zone. L'autre zone, elle nous concerne un peu plus, c'est la Méditerranée orientale. Pourquoi ? Parce qu'en Méditerranée orientale, on a trouvé du pétrole et du gaz. Et d'ailleurs, les États avaient décidé de ne pas mettre en place de zone économique. Et très rapidement, il a fallu en mettre. Donc, l'Égypte, le Liban, Israël, Chypre, tous ces pays-là ont des réserves de gaz. Et la Turquie regarde tout ça avec beaucoup d'intérêt. Et donc, on a eu déjà des tensions assez importantes avec des navires de recherche turcs dans la zone. Et je me souviens que la marine française a envoyé un navire à un moment donné sur une tension à cet endroit-là. La marine française, elle a toujours un moyen dans cette zone. Ouais. Parce que, comme le dit la marine, c'est qu'on peut quitter une zone et c'est très difficile d'y revenir. Donc la présence de la France, elle est naturelle dans cette zone parce qu'il y a toujours eu des bâtiments depuis des dizaines d'années et elle est présente en permanence dans cet espace-là. Et le dernier point, c'est le Pacifique où la France est en première ligne. Beaucoup de flottes asiatiques viennent piller toutes les zones économiques de nombreux États, sauf les zones économiques françaises qui sont très surveillées par les moyens de l'État en mer, marine, douane, affaires maritimes, qui fait qu'il n'y a pas de bateaux qui rentrent dans ces zones économiques. Mais on est en première ligne dans ces tensions et on voit qu'effectivement, là, on touche les tensions en permanence quand on est en mer, beaucoup plus que sur une frontière terrestre. Comment on définit une zone économique ? Alors, une zone économique, c'est un espace maritime qui fait 200 000 marins. Alors, c'est quoi 200 000 marins ? Vous multipliez par 2, vous enlevez 10% et vous trouvez 360 km. Donc, c'est un espace de haute mer, mais dans lequel on va réserver l'exploitation des ressources. Donc, la navigation est complètement libre, sauf que l'État côtier, comme on dit, peut exploiter à son profit les fonds marins, la pêche, mais tout le reste est libre. Donc, c'est un espace un peu particulier et important. Et donc, la France, effectivement, la deuxième nation mondiale de zone économique, mais la première nation mondiale en termes de fonds marins, puisque nous avons eu une extension de plateau continental, et donc la France est la premier État côtier mondial devant les États-Unis par son plateau continental, c'est-à-dire le fond de la mer. Très bien. Angelos, là on parle de mer, Méditerranée, d'océan, Atlantique, Pacifique, et de ses ressources. Mais on ne peut pas souligner quand on parle d'enjeux économiques qu'il y a le pendant des enjeux écologiques liés à ces territoires. Comment vous voyez ceci ? Là encore absolument, il y a un rôle que vont jouer les océans et les mers par rapport à ça. Et je dirais même, il y a 3 dimensions à prendre en compte. La première, c'est une dimension écosystémique. La deuxième, c'est une notion de régulation climatique. La troisième, c'est une menace pour les territoires et leurs habitants. Le premier point, les écosystèmes marins et côtiers, ça joue un rôle très important et il y a une biodiversité énorme et en l'occurrence, encore une fois quelques chiffres à chaque fois, les océans, ça absorbe 93% de la chaleur accumulée dans l'atmosphère du fait de l'augmentation de l'effet de serre, ça capte plus du quart des émissions de CO2 depuis d'origine anthropique, donc depuis 1750, et ça reçoit la quasi-totalité de l'eau qui est générée par la fonte des glaces. Donc on voit que c'est un écosystème qui permet déjà, depuis toujours, d'aider au fonctionnement correct de notre planète. Mais ces océans sont aussi fortement impactés par les changements climatiques. On ne va pas faire la liste infinie de tous les problèmes, mais moi, ce qui m'a frappé, c'est cette question notamment des études qui ont été faites sur les courants marins. Okay ? Alors, tout le monde parle du Gulf Stream. Moi, je trouve que ce n'est pas celui-là le plus intéressant. Je trouve que celui qui est le plus intéressant, c'est la MOC, qui est qualifié, je cite, d'un gigantesque tapis roulant océanique qui redistribue la chaleur autour de la planète. Et grosso modo, c'est un courant
qui part du nord, qui traverse, et qui permet notamment à l'Europe d'avoir les températures que l'on a, et qui a à peu près une espèce de front entre le froid et le chaud, qui fait que la Méditerranée est chaude et qu'au-dessus il fait froid. Si la MOC continue à être perturbée, certains chercheurs, alors on dit les pessimistes, d'autres disent les réalistes, dans 30 ans, la baisse de la puissance de la MOC conduirait à une baisse des températures de 15 degrés dans l'Europe. Donc Athènes, dont je viens, se retrouverait à avoir à peu près la même température que, je ne sais pas moi, Bourges. Et ensuite, il y a une autre dimension qu'on oublie, qui est qu'au-delà des services rendus par les océans, dans ce que je disais sur la régulation globalement climatique, ils permettent aussi une survie de la biodiversité. Or, leur acidification menace ces écosystèmes et on a des dangers de perdre toute cette richesse et la capacité de renouvellement que ça représente. Je citerai encore une fois, il y a eu d'ailleurs une très belle étude du ministère des Armées dans les scénarios RAID qu'ils font, où on voit apparaître ce continent de plastique qu'on estime à 300 millions de tonnes, qui est un continent de plastique qui se balade dans les océans et dont 80% des déchets proviennent de l'activité humaine terrestre et 20% de l'activité maritime. Et pour finir, parce qu'on l'oublie, mais c'est aussi là un risque de tension, comme les océans s'acidifient et se réchauffent, l'eau monte, et donc il y a des territoires, notamment dans le Pacifique, qui sont menacés de disparition. On a vu que les Australiens commencent à accorder des visas à un certain nombre d'habitants des îles Pacifiques pour les reloger parce que leur île va disparaître. Et donc là, on a une tension entre ceux qui sont menacés de submersion et ceux qui ont provoqué la submersion ou en tout cas qui y contribuent plus fortement que d'autres, namely, comme diraient les Anglais, la Chine, les États-Unis actuellement, etc. Donc là, on comprend bien qu'il y a des tensions sous-jacentes énormes entre les enjeux économiques et les enjeux écologiques, potentiellement. Et je me tourne vers vous, est-ce que les États, Thierry, comment ils prennent la mesure de cet enjeu écologique? Comment ils jouent leurs cartes à ce niveau-là? Est-ce qu'ils le font? Eh bien, en mer comme à terre, actuellement, effectivement, c'est pas très brillant. Je pense qu'on a tous été marqués par l'échec du traité international sur les plastiques de cet été à Genève. Donc, on peut dire qu'effectivement, il y a le retour des égoïsmes d'État très importants. Alors, je dirais, l'arrivée de personnages politiques comme M. Poutine, Trump ou Xi Jinping, il y avait effectivement un consensus pour développer la protection de la planète. Donc on a une très belle convention internationale qui marche très bien, qui s'appelle la Convention de Montego Bay sur la protection sur les océans. Alors pas uniquement la protection, mais il y a un gros volet environnemental qui a bien marché pendant pas mal d'années. Tellement bien marché que son complément a été signé, est en train d'arriver. C'est sur la protection de la biodiversité en mer, BBNJ en anglais, où on s'attaquait à la problématique de la protection de la haute mer. On a eu de très beaux sommets mondiaux des océans, dont le dernier s'est tenu à Nice, et la FMS était présente cet été, enfin en juin. Mais on s'est aperçu que ce fameux consensus sur la protection de l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique, il était en train de s'effriter. Alors, on peut compter sur, je dirais, la raison, et je pense que rapidement, un certain nombre de faits vont inquiéter les humains. Donc, comme ceux du courant MOC, par exemple. Oui, voilà. Alors, il ne faudrait pas effectivement qu'on se retrouve au pied du mur, mais il faudrait effectivement pas trop tarder. Alors, malgré tout, une note d'espoir, on a travaillé là-dessus. La Méditerranée occidentale s'est considérablement améliorée. La qualité des eaux en Méditerranée occidentale n'a jamais été aussi bonne depuis 60 ans. Donc depuis le début des années 70, la France, l'Europe a mis en place des stations d'épuration, a mis en place des aires marines protégées, a mis en place la lutte contre les rejets de pollution en mer, vous n'avez plus de goudron, a mis en place la protection des fonds marins comme les herbiers de Posidonie. Donc tout le monde s'accorde à dire qu'il y a des progrès très importants dans certaines zones, et il faut saluer
saluer le travail qu'a fait l'Europe dans ce domaine. Mais l'Europe, elle est peut-être un peu seule aujourd'hui dans ce combat, avec d'autres États comme le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et je pense qu'effectivement, on peut travailler là-dessus, et notamment pour les entreprises. Je trouve que continuer à travailler dans ce domaine de la protection de l'environnement, des nouvelles technologies et autres, c'est sans doute l'avenir. Et pour moi, c'est une piste intéressante qu'il faut maintenir. Et il faut qu'aussi diplomatiquement, on continue dans ce domaine sans sacrifier notre propre tissu économique, évidemment. Thierry, on vient de voir comment les États jouent autour de cette transition écologique. Est-ce que l'Europe a un rôle à jouer dans cette vision un peu future ? Oui, l'Europe a un rôle à jouer. Alors, elle le joue beaucoup dans le domaine de la protection de l'environnement, beaucoup de directives européennes ces dernières années en matière de protection de l'environnement, d'où le développement des aires marines protégées et autres. Mais il y a aussi une dimension qui est extrêmement importante et qu'on voit arriver, effectivement, c'est qu'avec l'arrivée des nouvelles technologies, j'en ai parlé, on est face à une territorialisation de l'espace maritime et tout est en train de se conjuguer. On a par exemple désormais, et on a de très belles entreprises dans ce domaine, on a des drones sous-marins qui viennent beaucoup du militaire. Et je pense à des sociétés comme XL, Alcimar, Naval Group, ont mis au point des drones qui vont être de plus en plus utiles, effectivement, dans le domaine de l'exploitation des océans. L'environnement, c'est aussi les énergies marines renouvelables, dont Angelos nous a déjà parlé. Et la France a un énorme atout, ça s'appelle les parcs éoliens flottants. La France a un gisement en vent très important. Ce serait dommage de le gaspiller en mer, où on a une productivité très importante. Si on arrive à développer cette technologie-là, c'est des capacités d'exportation tout à fait importantes. Les câbles sous-marins, on en a parlé. Le fond de la mer va être complètement innervé par des câbles de communication parce que tout passe. Donc ça devient d'une très grande sensibilité. Mais la France est effectivement leader mondial dans ce domaine, avec Orange Marine qui a une flotte de câbliers importants, Alcatel Submarine Network qui est une société qui fabrique les câbles de communication, Nexans pour les câbles haute tension, RTE. La France a beaucoup de points forts et extrêmement intéressants. Et je pense qu'effectivement, on peut conjuguer cette protection de l'environnement voulue par l'Europe notamment, avec des activités économiques tout à fait intéressantes à l'avenir et dans lesquelles, je dirais, l'Europe et principalement la France sont bien placés. Donc, d'un point de vue stratégique, je pense qu'on peut jouer là-dessus et les industriels français l'ont souvent bien compris. Et si j'étends une seconde la question à l'Angleterre, c'est la deuxième grande nation en Europe. Oui, tout à fait. Et la grande déception, effectivement, c'est que la Grande-Bretagne, qui est une nation maritime par excellence, il n'y en a pas énormément. La Grande-Bretagne, la France, les États-Unis sont des puissances maritimes. Mais elle est sortie de l'Europe. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, par la raison, d'une manière ou d'une autre, elle revient vers l'Europe parce que son destin est très lié, et notamment en mer. Notamment avec les tensions dont on a parlé tout à l'heure. On voit bien que les affaires d'Ukraine, mais aussi les relations avec la Chine, font que la Grande-Bretagne se rapproche à nouveau de l'Europe, qui est sans doute un point d'équilibre important pour elle. Angelos, même question, j'ai envie de dire, au niveau européen et au niveau de la vision un peu prospective. Thierry parlait de quelques grandes entreprises. Comment vous voyez les choses du point de vue des entreprises sur cette dualité entre les ressources et le respect des océans? Thierry, tout à l'heure, a déjà commencé à citer un certain nombre d'entreprises qui intervenaient dans le champ du maritime. Je vais me permettre de parler de certaines d'entre elles et de compléter avec quelques exemples qui vont nous permettre de voir aussi la richesse des startups françaises. Il est clair que, on l'a dit, il y a des tensions qui vont exister entre les entreprises qui vont souhaiter exploiter les ressources maritimes. Il y a des majors pétroliers américains, Total, français, anglais, etc., qui vont se battre pour les ressources. Il y a des grands groupes. Et là, on peut rajouter aux pétroliers les grands groupes énergétiques que sont Iberdrola, E.ON, EDF, Engie, etc., qui vont se battre pour obtenir les zones de production d'éolien offshore, et puis d'autres entreprises qui vont se battre pour éventuellement pouvoir exploiter à un moment ou à un autre les autres ressources maritimes. Donc, il peut y avoir une tension entre entreprises européennes et certainement entre entreprises européennes et entreprises américaines, chinoises et russes.
Mais pour le moment, de manière différente que sur d'autres sujets où on a déjà pris beaucoup de retard sur la souveraineté, il y a plutôt des sources d'espérance dans la capacité des entreprises européennes et en particulier françaises sur certains sujets. Quelques exemples pour illustrer ça. Même si on a perdu la bataille des batteries avec la Chine et qu'on a perdu aussi la bataille de ce qu'on va appeler la construction des éoliennes, hein, les 3 des 4 plus grands producteurs sont chinois. Néanmoins, on est en train de basculer d'une énergie qui est une énergie de ce qu'on appelle l'éolien offshore posé, donc dans lequel il y a effectivement une base qui est ancrée dans la mer, à l'éolien flottant, qui donc, ce sont des plateformes, et donc on peut avoir à des distances beaucoup plus importantes des terres, et qui vont permettre également d'éviter, on va dire, la nuisance visuelle, puisque nous avons aussi ce problème-là. Et dans ce domaine-là, de l'éolien flottant, la France notamment, avec les chantiers de Saint-Nazaire et autres, a une capacité et a des usines européennes et françaises qui sont en capacité de produire les éléments et derrière de les raccorder. Ça, c'est, Thierry le citait, c'est des entreprises qui fabriquent les câbles et qui les posent. Et là, la France a plusieurs entreprises dans ce domaine-là. Nexans investit 300 millions d'euros pour développer ses capacités par rapport à la question des câbles. Et on peut y rajouter, me semble-t-il, une jolie, on va dire, un clin d'œil qu'on peut faire à une start-up française qui s'appelle Seaturns, qui est une start-up qui a développé un produit qui est maintenant en phase industrielle qui captent l'énergie houlomotrice. Hein. Ce sont des tubes qui sont placés sur la mer. Ils font 200 kW chacun. On met 10 en série, ça fait 2 MW. Ça commence à faire une puissance intéressante. Et donc, ça sera en phase industrielle en 2030. Et c'est une des startups les plus prometteuses dans la matière. Et on peut également prendre le pari que le leader mondial qu'est Veolia et un certain nombre d'autres entreprises et ONG françaises se préoccupent de comment est-ce qu'on fait pour nettoyer les océans. Okay, et donc ça c'est un autre champ dans lequel on peut intervenir. Et je finirai peut-être avec la nécessaire décarbonation des ports et du transport maritime. Les ports, c'est en route, même si le dernier rapport de l'Union européenne signale qu'il n'y a que 3 des 30 grands ports, 31, qui sont en phase d'atteindre leur objectif de 2030 de plus d'énergie carbonée, c'est-à-dire de ne plus faire tourner les moteurs des bateaux qui sont amarrés, mais les raccorder au réseau électrique des pays en question, et donc d'avoir de l'électricité potentiellement propre, voire des SMR, donc des petits réacteurs nucléaires. Et puis derrière, il y a la décarbonation du transport maritime, qui va signifier de comment est-ce qu'on peut faire pour que les navires naviguent, soit avec des carburants qui sont des carburants entre guillemets verts, typiquement l'hydrogène, ou qu'on en invente des nouveaux, comme c'est le cas avec les carburants d'aviation, voire qu'on arrive à trouver d'autres modes de propulsion. On ne propulsera pas avec des réacteurs nucléaires qui sont sur les porte-avions ou les sous-marins, mais on est en train de trouver des nouvelles technologies permettant de décarboner le transport maritime. Et la France, d'abord, parce que, comme le disait Thierry, c'est le pays principal acteur de l'univers maritime, et l'Europe derrière elle peuvent s'engager sur cette voie-là. Merci Angelos. Merci Pierre. Merci Thierry.